Bonjour à tous et ce matin avec nous, Jamel Mekaoui, responsable de l'INSEE Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc, hier, l'INSEE a publié des chiffres qui ont été largement commentés depuis, en décortiquant le recensement de 2017. On apprend donc que près d'un habitant sur deux à Mayotte est de nationalité étrangère. Et c'est lié d'abord au fort taux de natalité, mais aussi à un taux assez extraordinaire d'immigration. Tout à fait. Alors, on a deux aspects. Alors, vous l'avez bien dit, l'élément message ou message fort de cette publication, c'est qu'en septembre 2017, une personne sur deux à Mayotte est de nationalité étrangère. Donc, c'est un message fort, important, qui est sans commune mesure avec aucun des autres territoires de la République. En métropole, on est à 6,5%. Et la Guyane, qui est souvent comparée à Mayotte, a un taux de 35%. Et si je cite un autre chiffre qui est assez évocateur, la Seine-Saint-Denis, qui est le département de France où le taux d'étrangers le plus important, se situe à 23%. Donc on voit bien que sur ce ratio-là, Mayotte est sans commune mesure singulier par rapport aux autres territoires. Alors pour reprendre votre interrogation, on a deux moteurs principaux qui expliquent cet indicateur. Le premier, vous l'avez précisé, et ça c'est important pour nous, les naissances nombreuses. Mayotte, c'est un territoire qui croît beaucoup, d'abord, et c'est de tout temps, parce qu'on fait beaucoup d'enfants. Et en particulier, on est aujourd'hui à un indicateur conjoncturel de fécondité de 5 enfants par femme à Mayotte. Il est remonté, ça veut dire qu'il avait baissé, en 1978 il était à 8, en 2002 il était descendu à 4,1, et on est remonté, ce qui est quand même très surprenant, à 5. Donc il y a une remontée de la fécondité, ce qui est un cas, je dirais pas unique, mais rare dans l'ensemble des territoires du monde. On fait plus de bébés. Et quand on rentre dans le détail, on voit que les natives de l'étranger, essentiellement des Comores, elles ont un taux de fécondité de 6 enfants par femme, très important, et les natifs de Mayotte, elles ont un taux de fécondité de 3,5 enfants par femme. Mais ce taux a augmenté aussi Et même chez les natifs de Mayotte, les femmes maorais, les natifs de Mayotte, on a un taux qui a augmenté, qui était de 3,1 il y a 3 ans de cela. Donc il y a cette question de la maîtrise de la fécondité qui est éclairée complètement par ces chiffres que l'on vient de publier. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Alors on parle beaucoup d'immigration, etc., évidemment, mais la question de la maîtrise de la fécondité pour l'ensemble des populations du territoire de Mayotte est transcendante dans ce sujet. Donc c'est quelque chose qui est important de bien avoir en tête. Et pour revenir sur le sujet de l'immigration que vous posiez aussi également, alors Mayotte, je vous ai dit, ça a cru essentiellement sa population parce qu'on faisait beaucoup de bébés. Mais de manière minoritaire par le flux migratoire. Alors je vais préciser. On est sur la période à une augmentation de la population de 5600 liée au flux migratoire. Mais se cachent deux phénomènes d'importance derrière. Les natifs de l'étranger, singulièrement des Comores, sont venus en grand nombre sur le territoire de Mayotte. Ils ont conduit une croissance de la population de 32 500. A l'inverse, les natifs de Mayotte sont partis en grand nombre en métropole et à La Réunion, au chiffre précis de 25 900. Et de manière plus minoritaire, c'est un épiphénomène, on a une plus tôt de départ des natifs de métropole ou des autres départements d'outre-mer, moins 1000 sur la même période. Vous avez dit donc qu'il y a ce fort taux, en tout cas de population étrangère ici à Mayotte. D'abord, vous avez précisé hier que, attention, on parle de population étrangère, pas forcément donc de clandestins. Et par ailleurs, cette population est-elle ici à Mayotte de passage ou c'est une population qui a choisi de vivre sur le département donc à long terme? Alors il y a deux choses. D'abord, vous faites bien le préciser parce qu'on a souvent ces raccourcis qui sont pris dans la presse. Étranger ne veut pas dire en situation irrégulière. Mmh. En 2015, on avait cet indicateur de une personne sur deux adultes qui était en situation irrégulière. Moitié-moitié par rapport à la population adulte. C'est important de le dire parce qu'évidemment, il y a plusieurs statuts, étrangers, situation irrégulière. Les sujets sont très différents. Clairement, donc, il y a 123 000 étrangers à Mayotte sur les 256 000 habitants de Mayotte. Et c'est à l'intérieur de ces 123 000, vous dites, la moitié est en situation régulière? Je vais vous compliquer un tout petit peu la vie. En fait, dans les 123 000, il y a un peu moins de 40 000 qui sont mineurs. Donc le mineur, il n'a pas vraiment un statut juridique très défini. Et parmi les 80 autres 1000 restants, vous pouvez estimer à la moitié, à 40 000, donc les personnes en situation irrégulière. Et cette population donc, a-t-elle vocation de rester à long terme ou c'est une population qui dit à un moment donné, moi je vais aussi partir? Alors on l'avait vu dans l'enquête Migration Famille Vieillissement de 2015, on voyait qu'il y avait une propension
en fonction de la population, a quitté le territoire, qui était un peu différente. Et typiquement, quelque chose qu'on dit assez communément et qu'on avait validé dans nos chiffres, on voyait que les natifs d'Anjouan avaient une propension plus faible à quitter le territoire de Mayotte que les natifs des Grandes Comores, par exemple. Alors, toujours est-il, pour cela, il faudrait qu'ils aient peut-être un titre de séjour à long terme, etc., qu'ils aient des situations, être en situation régulière pour pouvoir partir ou une carte de séjour longue, même plus que ça. Oui. Donc, c'est bien une propension, ça veut dire que c'est un désir, un souhait qui est exprimé par une partie de cette population. Évidemment, s'ils n'ont pas les moyens techniques, le désir ne peut pas être assouvi. Alors, vous parlez également de cet important exode de Mahorais vers la métropole ou la France. C'est surtout, ça concerne essentiellement des jeunes de 15-20 ans, c'est cette proportion-là, ou c'est plutôt des familles qui partent avec leurs enfants, comme c'était le cas dans les années 90, si je ne m'abuse, vers La Réunion, essentiellement? Non, là, on est vraiment sur une population âgée de 15 à 24 ans qui quitte massivement le territoire, soit pour des études, soit pour travailler. Donc on est beaucoup moins sur la migration familiale qu'on observait dans les années passées. Avec un désir, après les études, de rentrer ou plus du tout cette option-là? En fait, on ne mesure pas bien et ça, c'est une vraie question du futur. C'est-à-dire que toute cette population qui quitte le territoire, cette diaspora qui va à La Réunion ou en métropole, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle a le souhait de revenir et est-ce qu'elle va revenir? C'est difficile d'y répondre. Il y a plusieurs choses. Il y a la question des prestations sociales de manière générale et de l'emploi. Parce qu'il faut revenir sur un territoire où on peut avoir des moyens de vivre, de l'emploi, un logement et tout ce qu'on peut envisager. Donc tout est un peu corrélé. Les conditions de vie du territoire conditionnent aussi l'attractivité de retour des natifs de Mayotte qui ont quitté le territoire. Quand vous parlez d'attractivité, là, pareil, donc il y a une attractivité régionale, une immigration régionale, et une non-attractivité nationale. Il y a moins de fonctionnaires, mais aussi cette population mahoraise qui part, qui n'est pas sûre de revenir. Ça, vous le voyez également dans ces études, dans l'étude récente? Tout à fait. En fait, il y a un phénomène assez marquant auquel on ne s'attendait pas, c'est que les natifs de métropole et des autres départements d'outre-mer ont diminué en nombre. On a moins 1000. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, parce que naturellement, avec la départementalisation, l'augmentation des services publics et tout ce qu'on pouvait envisager, on pensait que les ratios allaient rester à peu près identiques. Mais finalement, on voit qu'en filigrane, la question de l'attractivité du territoire, singulièrement des fonctionnaires et particulièrement du vice-rectorat, se pose à Mayotte. Est-ce que la proportion du nombre de femmes et d'hommes à Mayotte est sensiblement égale? 50-50 C'est aussi un élément intéressant. On a un peu plus de femmes que d'hommes, 52-48. Et singulièrement, chez les femmes âgées de 20-34 ans, on a beaucoup plus de femmes. On est à 59% de femmes dans cette tranche d'âge. Et là, c'est complètement lié au flux migratoire. C'est-à-dire que la migration dans son flux est plus féminisée. Donc on a dit qu'elle était légèrement positive, mais en fait, elle repose essentiellement ce côté positif sur les femmes plus nombreuses à s'installer durablement sur le territoire que les hommes. Alors, c'est cette proportion également de femmes qui est féconde. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un fort taux de natalité à Mayotte. Est-ce que l'amendement Tani est déjà perceptible? Les conséquences ou bon, c'est des chiffres de 2017, donc normalement non, mais est-ce que ça pourrait influencer dans les années à venir ce taux-là de fécondité? Là, on va pas faire forcément de projection comme ça sur des éléments très difficiles, mais on va au mois de septembre prochain sortir les naissances détaillées de 2017, donc de 2018, excusez-moi. Donc on y verra plus clair sur les politiques mises en place, parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu l'amendement Tani qui s'est passé, donc on verra les conséquences à terme assez rapidement, mais il y a eu aussi un renforcement des actions de l'État pour lutter contre les reconnaissances de complaisance. Donc il faut qu'on voit comment ces actions menées, quels ont été leurs impacts. Et donc on n'a pas encore là, à ce jour, la réponse à votre question, mais on l'éclairera dans les mois à venir. Alors, il y a une part minoritaire, très minoritaire, de migrants africains à l'intérieur de ces 48% d'étrangers ici à Mayotte, 1% seulement contre 95% de Comoriens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et cette impression de voir pourtant beaucoup d'Africains venir à Mayotte et qui interrogeaient parfois la population locale? Alors, le chiffre de 1%, je veux dire, il est cohérent
avec les éléments de demande faite de titre pour les personnes. Demande d'asile. Demande d'asile, merci oui. à vous. Donc il est cohérent avec ça. Alors moi, mon interprétation, c'est qu'en réalité, il y a une vraie sensibilité, une forte sensibilité du territoire sur ce sujet-là. Parce que la crainte qui est exprimée par les populations, c'est que Mayotte soit un appel d'air pour l'ensemble de l'Afrique, ce qui changerait forcément la donne. Et du coup, il ne faut pas beaucoup de migration africaine pour que les inquiétudes et les peurs soient réveillées. En comparaison avec le département de La qui en ce moment vit une immigration de Sri Lankais, la proportion n'a rien à voir du coup. Non, on n'est pas du tout sur le même sujet. Ça veut dire que c'est un sujet qui fait grand débat dans la presse réunionnaise et dans le débat public réunionnais, mais on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Ce n'est pas du tout les mêmes Ce qui se passe à La Réunion, ça serait pour Mayotte un épiphénomène. Malgré l'exode de sa jeunesse, la population donc, de Mayotte reste jeune. L'âge moyen y est de 23 ans contre 35 à La Réunion, 41 en métropole. On constate également du coup un faible taux de mortalité. Tout à fait, mais qui est complètement lié à la structure de la population. C'est pas qu'on a une espérance de vie plus faible, on l'avait déjà dit, mais comme il y a une population jeune, forcément on a un peu moins de décès. Et dans cette jeunesse, il y a un chiffre qui est encore plus évocateur, c'est qu'on reste à un habitant sur deux qui a moins de 18 ans. Un habitant sur deux est mineur à Mayotte. Donc on est vraiment dans des éléments qui sont hors du commun par rapport au territoire de la République. Alors, sur la part des jeunes qui partent, donc il y a une part de jeunes qui va étudier ou qui choisit de quitter Mayotte. Il y a une autre part un peu plus forte qui reste à Mayotte. Est-ce qu'il y a un décalage entre le niveau d'études, du coup, des diplômes des personnes qui partent et de ceux qui restent? Et est-ce que ça ne risque pas de déséquilibrer la situation sociologique à Mayotte? Oui. Alors cet élément, on ne l'a pas mesuré précisément, mais de manière générale, dans l'ensemble des territoires du monde et des départements d'outre-mer, la question de la fuite des cerveaux, comme on l'appelle, elle se pose. C'est-à-dire que forcément, les populations qui quittent pour étudier, elles manquent parfois au territoire et il n'y a aucune garantie de retour sur le territoire d'origine. Et là, on lie aux questions de l'attractivité qu'on a dit qui se posait aux métropolitains, mais qui se pose évidemment aussi pour les habitants de Mayotte. Le développement du territoire de Mayotte est lié forcément à sa population et du coup, le fait qu'il y ait un taux assez élevé de personnes étrangères, est-ce que ça impacte sur le développement en matière de politique publique, mais aussi, je crois qu'il y a eu des chiffres sur l'habitation, etc. Tout à fait. Alors, ce qui est notable dans cette analyse, c'est qu'entre 2012 et 2017, les conditions de logement demeurent toujours difficiles. Elles ont peu évolué, complètement en lien avec ces flux migratoires. Le fait qu'il y ait des populations en difficulté qui arrivent sur le territoire et des populations moins en difficulté qui quittent pour aller dans d'autres territoires conduit à un maintien de la paupérisation du territoire de manière assez impressionnante. Et on a deux indicateurs forts. Aujourd'hui, 3 ménages sur 10 demeurent sans l'eau à l'intérieur du logement et 4 ménages sur 10 vivent dans des logements en tôle. Il y a une conséquence également sociologique sur le fait que la majorité de la population habite plutôt en ville, donc plutôt Mamoudzou, Dembéni, Koungou. Elle ne quitte pas pour autant les périphéries, les autres villages, mais c'est qu'il y a une forte concentration donc des flux qui arrivent de l'extérieur, mais qui arrivent et qui s'installent sur essentiellement Mamoudzou et les environs. Quelles sont les conséquences en termes de sociologie du coup pour la population de Mahoraise? Oui. Alors ce qu'on est en train de voir, c'est que le territoire de Mayotte commence à se partitionner, en quelque sorte. On a Koungou, Mamoudzou et Dembéni qui sont autour de 60% d'étrangers, d'une part. Et on a les communes éloignées de Mamoudzou qui ont un taux d'étrangers plus faible, tout en restant quand même bien supérieur à des normes nationales. Alors on a cité les deux exemples minoritaires, Bouéni et Msamboro, qui sont respectivement à 15 et 16%. Donc il y a une forme de partition du territoire en fonction de caractéristiques socio-économiques. Donc c'est quelque chose d'important. Donc il est vraisemblable que ça impacte fortement la question de la gestion du territoire qui devient très hétérogène pour le coup.
Et cette population va être une population active, tôt ou tard, cette population avec peut-être une autre forme de, comment dire, c'est ces jeunes, c'est les habitants de ces quartiers, de ces centres-villes qui sont amenés à aussi être un moteur de l'économie. C'est là que tout se concentre. Est-ce que ça va déséquilibrer réellement la sociologie, quand je dirais la sociologie, c'est plutôt la façon dont les habitants vivent à Mayotte dans les années à venir? Je ne sais pas si ça va changer ça, mais ça va forcément un peu modifier les rapports de force. Il est sûr qu'avec cette jeunesse extrêmement nombreuse dans ces centres urbains, la question de l'équilibre des territoires se repose. Donc ça, c'est une question un peu difficile, parce que le nombre n'est qu'un nombre. On peut être plus important, on n'était pas nombreux, mais malgré tout, la question va se poser. Le chiffre que je vous ai cité de 40 000 étrangers, mais nés à Mayotte, c'est un chiffre quand même qui est impressionnant et qui montre, ça devrait être, en fonction de l'application du droit du sol, les Français de demain. 52% de la population, non, 48% de la population donc est étrangère. Est-ce que c'est une population qui est amenée à devenir forcément français demain? Pas tous, pas tous. Il y a les 40 000 que j'ai cités, le tiers, qui est né ici. Donc en fonction ou pas de l'application du droit du sol, ils vont devenir français. Après, on avait vu, mais on l'a pas actualisé, que parmi les autres, ils étaient majoritairement sur des cartes de séjour courtes. Donc il y a des étapes quand même avant de devenir français. Il faut déjà partir de séjour courte, carte de séjour de 10 ans, et puis éventuellement naturalisation. Vous avez étudié ces chiffres, Jamel Mekawi. Vous avez été surpris, je suppose, par ces chiffres ce taux de 48%. Il n'y a aucun autre territoire en France où c'est comme ça, et encore moins au niveau mondial, ou est-ce qu'on a pu observer dans certaines parties du globe une situation similaire? Alors on n'a pas regardé évidemment tous les pays du monde, mais on citait classiquement les pays du Golfe, où les taux d'étrangers étaient importants, mais évidemment on n'est pas du tout dans la même situation de la gestion de l'immigration que celle que l'on connaît dans la République française. Merci beaucoup, Jamel.